Figurez-vous, Maria, que j'ai encore une fois cassé la navette de ma machine à coudre. Si Jeff savait que je viens vous déranger pour ça... Voilà ce qu'elle devait dire, à tel point qu'elle avait répété mentalement la phrase pendant 100 mètres au moins. Au lieu de cela, quand elle arrive sur la barza, elle aperçoit la petite négresse qui s'occupe du bébé de Maria en train de faire taire celui-ci en lui fourrant dans la bouche un bâton de guimauve. Du coup, son sang ne fait qu'un tour, et elle crie. Elle crie d'autant plus qu'elle emploie le dialecte indigène qui ne lui est pas encore très familier. Et tandis qu'elle crie de la sorte, elle voit, par la fenêtre, Maria qui s'éveille, sur un divan, les cheveux épars, elle a les cheveux bruns qui font très désordre, le visage luisant. Au lieu de venir lui parler, Maria se lève précipitamment, tâte le sol de ses pieds nus pour cueillir ses pantoufles, croise son peignoir bleu ciel et se précipite dans sa chambre. Jeff pourra répéter à sa femme « T'es toujours à déranger les gens pour leur emprunter une épingle ». Pourtant, Jeanne a attendu 4 heures, et à 4 heures, on ne fait plus la sieste. « Je peux entrer, Maria ?» Un bruit, comme si Maria refermait vivement un tiroir pour cacher quelque chose. Figurez-vous que j'ai cassé la navette de ma machine. Je vous demande pardon de vous avoir réveillé. Quand j'ai vu cette gamine mettre un sale bâton de guimauve dans la bouche du bébé... Maria se poudre devant son miroir. Elle a la bouche pâteuse, d'avoir trop dormi. Il fait ses dents, réplique-t-elle. Seulement, cette fille avait tripoté le bâton dans ses doigts. Elles auraient mieux fait de s'asseoir tout de suite. Il fait trop chaud pour s'agiter. Il y a 8 jours déjà que le soleil s'est éteint, mais son reflet est partout, dans le ciel lourd comme un mauvais édredon, dans la verdure jaunie de la brousse, dans les pierres, dans les briques du bungalow, et des aiguilles invisibles vous crépitent dans les prunelles. Il faudra bien que cela crève à un moment donné. La saison des pluies est en retard. Peut-être cette nuit, peut-être demain. Maria, sans s'habiller, se traîne jusqu'à la cuisine et allume une lampe à alcool pour réchauffer le biberon du bébé. Puis elle revient dans le salon. Calme relatif. Elle est de mauvaise humeur, c'est visible. Jeanne Penning, maigre et blonde, souffre moins qu'elle de la chaleur, et elle n'a pas d'enfant à soigner. Cette idée de déranger les gens pour... Le bébé pleure à nouveau, sous la barza. Maria, qui se gargarise d'un verre d'eau fraîche, ne bronche pas. Vous avez confiance dans cette gamine? Moi, il me semble... Il vous semble quoi? Je ne sais pas. Je me trompe peut-être. Si j'avais un enfant, à l'idée qu'une petite négresse mal lavée... Elle a tort. Elle le sait. Elle ferait mieux de se taire, ou de s'en aller tout de suite. Mais aussi avec ce gosse qui piaille et cette Maria placide qui se rince la bouche... Vous voulez peut-être insinuer que je suis une mauvaise mère? Mais non, Maria, seulement... Vous en avez élevé, vous, des enfants? Et ça éclate, comme l'orage qui couve depuis tant de jours, et qui, lui, ne se décide pas. Entre Maria et Jeanne aussi, il y a longtemps que ça couve. Des mois. Chaque soir, ou à peu près, quand il rentre après le bridge, Jeanne dit à Jeff quelque chose dans le genre « Je ne comprends pas qu'on soigne si mal un enfant ». Et lui, conciliant, un peu effrayé, « Surtout ne t'occupe pas de ça, Victor est quand même mon chef ». Cela remonte à plus loin que le Congo, où ils sont maintenant. Cela remonte à leur petite ville de Belgique, où la maison des parents de Maria était en pierre de taille, tandis que chez Jeanne, c'était de la brique, et dans un quartier pauvre. Je vais vous dire une bonne chose, Jeanne.
Quand on ne fait pas d'enfants soi-même, on ne se mêle pas d'aller donner des leçons aux autres, surtout lorsqu'ils ne vous ont pas appelé. Merci, je m'en souviendrai. Vous ferez bien. J'ai toujours pensé que nous étions de trop, Jeff et moi. Et l'enfant crie tout ce qu'il peut. Et le biberon, dans la casserole d'eau bouillante, est chaud à éclater. Le salon, bien qu'on soit au fond de la brousse, est exactement ce qu'il serait à Namur, à Liège ou à Bruxelles. Il y a un piano, des photographies dessus, un divan avec des coussins multicolores. L'un des coussins est jaune comme un soleil avec un gros chat découpé dans du velours noir. À 200 mètres, au-delà de ce qu'on appelle le parc, un autre bungalow tout pareil, sauf que la machine à coudre est dans le salon à la place du piano, et qu'il y a un phonographe arrivé par le dernier bateau. Quant aux hommes, ils sont pour le moment assis face à face dans les bureaux de l'administration qu'on aperçoit à gauche, avec un planton noir devant la porte. Ils ne se doutent de rien. Vêtus de toile blanche, ils suent, écrivent, calculent et fument des cigarettes, s'épongeant parfois les mains et les poignets parce que la sueur tache le papier. Pour trouver un autre blanc, il faut aller à Farage, et c'est à 100 kilomètres exactement. Van Overbeek lève enfin la tête et constate qu'il est 6h moins 3. Il referme ses dossiers, allume une nouvelle cigarette, regarde le ciel qui ne fond pas encore, et, mettant son casque, murmure son habituel « Ce soir, pour le bridge ». Jeff Penning lui répond « À ce soir ». Chacun s'en va de son côté. La nuit tombe, sans transition. On ne distingue que la lumière des deux bungalows. Van Overbeek rentre chez lui, et sa femme, toute droite derrière la porte, les lèvres encore frémissantes, des perles de chaleur sous les narines, lui annonce « J'ai jeté dehors cette chipie de Jeanne. Si jamais elle remet les pieds ici, elle et son blanc bec de mari qui se moque de toi derrière ton dos, » Elle n'a pas fait de piano. Il a essayé de lire sans y parvenir. Ils ont fini par aller se coucher à 9h du soir. Des heures durant, ils se sont retournés dans leur lit, crispés au moindre contact. « Mais recule donc, t'es tout mouillé !» Le lendemain, Van Overbeek se sent vide, et il ne pleut toujours pas. Au bureau, il regarde son administrateur adjoint avec des yeux glauques et hésitants. Dites donc, Penning. C'est ennuyeux, n'est-ce pas? C'est tout. Ils travaillent. À midi, ils vont déjeuner, en ayant soin de ne pas se serrer la main dehors, car on les verrait des fenêtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Il est capable de tenir avec sa femme. Son père était savetier dans une échoppe. Lui aussi répète parfois en marchant ce qu'il voudrait dire. Malheureusement, il ne le dit pas. Écoute, Maria. Jeanne Penning n'a pas voulu être méchante. Il est certain qu'une petite négresse pour s'occuper d'un enfant... À quoi bon? Ce serait pis. Et d'ailleurs, il sent qu'elle est malheureuse. Je me demande ce qu'ils vont faire chaque soir. Se contentent-ils de soupirer? Et elle, avec une logique implacable, ils feront comme nous. La même chose que la veille. Ils traînent un peu, le repas fini, tripotant les tas de journaux qui n'arrivent, en vrac, qu'une fois par mois. De temps en temps, une phrase, suivie d'un long silence. Tu ne pourrais pas l'obliger à demander son changement. Il le demandera sans doute de lui-même. Où vas-tu? Me coucher.
Si seulement il pleuvait. Ils en sont à leur 3e terme de 3 ans, et c'est la première fois que la saison des pluies se fait attendre aussi longtemps. Il y a des moments où on crierait pour soi seul, pour se soulager. Dis donc, Maria, ce soir, il faut que je retourne au bureau. L'inspecteur passe dans quelques jours et j'ai du gros travail. Jeff aussi? Bien sûr. Il la voit qui fronce les sourcils. Elle est jalouse, il le sent. Pas de Jeff, bien sûr. Mais enfin, son mari va passer la soirée avec quelqu'un à faire quelque chose. Et c'est peut-être cela qui lui donne une idée. C'est encore flou, embryonnaire. Il travaille sous la lampe, en tête-à-tête avec Jeff. Dites donc, Penning. Il s'en veut d'avoir parlé. Quoi? On peut jouer au bridge à 3, n'est-ce pas? On peut. Ils n'y font plus allusion ce jour-là. Mais déjà, ils évitent de se regarder en face, comme des coupables. Il faut 3 jours pour que Jeff murmure « Une fois, à bord du Léopoldville, nous avons joué au bridge à 3. C'est moins scientifique, mais... » Et ce soir-là, par hasard, Jeanne Penning vient rechercher son mari. Timidement, car elle ne sait pas encore comment Van Overbeek la recevra. À propos, Jeanne, je disais à Jeff un jour qu'on voudrait essayer le bridge à 3. Seulement, il vaudrait mieux ne pas entrer par le bureau, en faisant le détour par derrière. Son audace le met en nage et ses doigts en tremblent. Chez lui, il se sent coupable à tel point que Maria murmure « Je parie que t'as parlé à Jeanne. » Je te jure, si je savais ça, vois-tu, une femme qui m'a dit ce qu'elle m'a dit. Deux piques, 3 trèfles, 300 atouts. Et sans cesse, il jette un coup d'œil anxieux au vasistas. C'est déjà la 8e, non, la 9e fois qu'ils se retrouvent tous les 3 de la sorte. Le prétexte de travail au bureau, le soir, n'est pas mauvais. Surtout que l'inspecteur n'est pas encore passé. Après, il faudra trouver autre chose. Le dîner fini, et dès la fin du repas il est pris de fièvre, Van Overbeek soupire. Jean parle de fatigue, tandis que Maria ne bronche pas. Enfin, le travail est le travail. Il l'embrasse au front, se glisse dans la nuit, arrive au bureau où l'attend Jonas, un nègre qu'il appelle ainsi sous prétexte qu'il ressemble à une baleine. T'as bien compris, si madame vient... Le nègre affirme qu'il a compris. Jeff entre par la grande porte. Tous deux passent dans le magasin, où Jeanne ne tarde pas à les rejoindre, après avoir fait prudemment un grand tour. Au travail. Le magasin communique avec le bureau par un vasistas. Il contient des fusils, des caisses de sel, des outils, des provisions, des drapeaux, et même des lanternes vénitiennes pour la fête nationale. On s'assied autour d'une caisse. On a pris l'habitude, sans trop savoir pourquoi, de boire de petits verres de genièvre. Vous avez dit 300 atouts. Je compte. Bien entendu, on laisse les lampes du bureau allumées. De loin, on peut croire que les 2 hommes sont enfoncés dans un travail acharné. Assis à la place de Van Overbeek, Jonas rêve. L'as du mort. Les chemises collent à la peau. On a pris l'habitude aussi de tomber la veste, ce qu'on n'oserait pas faire dans le salon de Maria. Jeanne fume. Elle a un long fume-cigarette en jade sur lequel elle serre ses petites dents pointues. Il lui arrive de se tromper, de dire en parlant à Van Overbeek « À toi, Victor ». Mais elle se reprend vite. C'est sans intention, simplement parce qu'ici on est entre camarades. Tandis qu'avec Maria, je coupe et je joue trèfle. Ces mots-là, Van Overbeek s'en souviendra.
Il les entendra toute sa vie, prononcées par Jeff qui répète « Je joue trèfle ». Eh ! Une sensation qu'il n'a encore connue que dans les cauchemars. Il est brûlant et glacé tout ensemble. Le sang se retire de partout et son cœur se ratatine comme une éponge qu'on presse à pleine main. Pourtant, il a la présence d'esprit de prendre une carte dans son jeu et de la laisser tomber sur la caisse qui sert de table. Derrière le vasistas, il a aperçu un visage, et c'était le visage de Maria. Jamais de sa vie il ne l'a vu ainsi. Plus froid, plus implacable qu'un bloc de pierre. 2 yeux où il a senti la haine. Pas de trèfle? Pardon. Qu'est-ce que vous avez, Victor? Je ne sais pas. Je me sens... Il n'y tient plus. Il jette ses cartes. Il bondit à côté et il réveille en sursaut Jonas qui s'était endormi, la tête sur le bureau. Jonas le regarde avec des yeux ahuris. Il n'y a personne d'autre dans la pièce. Sans prendre son casque, Van Overbeek s'élance dehors. Il ne s'aperçoit pas qu'il pleut enfin, que ses épaules sont détrempées, que ses cheveux blonds ruissellent. Il pique droit vers la lumière de son bungalow, et c'est d'un coup de pied qu'il ouvre la porte. « Maria !» Par extraordinaire, il y a de la lumière dans toutes les pièces. L'enfant pleure. Maria, avec des gestes fébriles, empile des effets dans une cantine en fer. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle ne répond pas. Comme il la connaît, elle ne parlerait pas pour un empire. « Maria, je te prie de me dire ce que... » Rien qu'un regard. Mais quel regard! Et elle s'agite de plus belle. Les robes, les chemises, les souliers, tout y passe, pêle-mêle. Puis, dans une autre cantine, les langes de l'enfant, ses biberons, les tétines, les boîtes de phosphatine, la cuillère en argent que... Tiens, c'est le cadeau de baptême de Jeanne Penning. Écoute, Maria. Elle l'écarte de son chemin. J'espère que tu n'es pas devenue folle. Où veux-tu aller? Il n'y a pas une maison à moins de 100 kilomètres, et... Il serre les dents, il trépigne. Il a envie de casser un objet et il cherche autour de lui. Chose curieuse, il se voit minuscule, se débattant au milieu d'un flot de bêtises qui le submerge, au milieu d'une marée d'incompréhension, et le destin lui apparaît comme un nuage monstrueux qui... Mais, sacrebleu, tu ne vas pas partir toute seule sur la route avec l'enfant. Qu'est-ce que je t'ai fait? Veux-tu me dire ce que je t'ai fait? J'ai joué au bridge. Oui, tout ça pour un pauvre, pour un innocent petit bridge. Il n'est pas soûl, et pourtant il s'attendrit comme quand il est ivre. Il s'attendrit sur le pauvre petit bridge qui... Enfin, si encore je t'avais trompé. Un nouveau regard, plus dur que le premier. Est-ce ma faute à moi si tu ne peux pas t'entendre avec personne? Nous avons fait un bridge, là, c'est vrai. Tiens, elle ouvre enfin la bouche. C'est pour répéter d'une voix qu'il ne lui connaît pas. Oui, un pauvre petit bridge. Écoute, Maria, je t'empêcherai de... Recule. Maria, je vais te dire une chose. Où est Céline, la petite négresse? Probablement tapie, toute tremblante, sous la table de la cuisine. Et dire que c'est elle, avec son bâton de racine de guimauve, qui est la vraie cause de... Maria, laisse-moi passer. Elle a pris l'enfant dans ses bras, enroulé dans une couverture. Mais t'es donc devenue folle? Maria, ou bien t'es folle, ou alors c'est moi qui suis fou. Tu ne vas pas... L'univers lui semble plus immense que jamais, et vide, absolument vide, avec rien que d'eux à se démener, à s'entrechoquer dans un véritable délire. Maria, si tu franchis cette porte... De quoi pourrait-il bien la menacer? Si tu franchis cette porte... Ils se précipitent vers la table de nuit. Une chambre à coucher qu'ils ont payée 3200 francs à leur prédécesseur. Dans le tiroir, il saisit son revolver dont il ne s'est jamais servi. T'es prévenu. Si tu pars, tu ne me retrouveras pas vivant. Écoute-moi, Maria.
Elle l'a encore regardé une fois, la troisième, mais cette fois c'est un regard méprisant qu'elle lui a lancé. Un regard qui signifie sans ambiguïté « Tu n'oserais pas, tu es trop lâche, tu tiens trop à ta petite peau. Tu pars quand même ?» C'est affreux. C'est affreux de devoir prendre une décision en si peu de temps, quand on est dans un tel état. Le plus affreux, c'est peut-être qu'il ne perd pas sa lucidité et qu'il garde même une sorte de sang-froid. S'il tire en l'air, elle le méprisera définitivement. S'il tire sur elle, alors c'est perdre sa place, le bénéfice de 3 termes, et s'attirer Dieu sait quelles histoires. L'eau ruisselle sur les tuiles du toit, coule comme un rideau de la Barza. Une dernière fois, Maria, elle lui a tourné le dos. Elle va atteindre le perron. Il en profite. Il cherche la place. Dans le gras du bras, en essayant de ne pas atteindre l'os. Il tire. Malheureusement, il ne tombe pas. Il s'était toujours imaginé qu'un blessé tombait. Et il reste debout, lucide, embarrassé. Sa femme est rentrée. Elle crie « Céline !» Le petit l'embrasse. Comme la table est encombrée, elle le dépose par terre au moment où Van Overbeek se décide à se coucher sur le divan. « C'est malin !» murmure-t-elle, des larmes dans la voix. « Victor ! Victor ! Où es-tu blessé ? Réponds-moi !» Il a fermé les yeux, mais il n'est pas évanoui. « Céline ! Céline !» Les boys ne couchent pas dans la maison. L'enfant se remet à piailler. On ne peut pas le laisser par terre. Et pourtant... Elle se redresse. Elle s'éponge. Soudain, les sourcils froncés, elle se précipite dehors. Elle ne parcourt qu'1 centaine de mètres. Elle crie de toutes ses forces « Jeff ! Jeanne ! Jeff ! Au secours !» À travers le rideau de pluie, elle voit une fenêtre qui s'ouvre et une voix répond « Qu'est-ce que c'est ? Au secours, c'est Victor ! Venez vite !» Victor en a profité pour se soulever, pour regarder son bras. Avant même de voir, en posant sa main droite sur sa manche, il sent un contact visqueux, et alors, il tourne de l'œil. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Jusque-là, il y avait quelque chose à faire, et on n'avait pas le temps de se rendre compte de la situation. L'air sent le genièvre. On en a ouvert un cruchon pour tirer Van Overbeek de son évanouissement, et par la suite tout le monde en a bu. C'est Jeanne qui a fait le pansement, une épingle de sûreté entre les lèvres. Le réchaud brûle, car il a fallu faire bouillir de l'eau pour laver la plaie. Tout est en désordre. On bute dans des objets et dans des vêtements, à croire qu'on a subi un typhon, une inondation ou un incendie. Maintenant, Victor est assis dans un fauteuil. Les autres sont debout. Le plus difficile reste à faire, car il faut quand même dire quelque chose. Il faut ensuite se séparer, se souhaiter la bonne nuit. Maria a une inspiration. Elle court vers le cabinet de débarras en disant « Je vais vous prêter un parapluie. » « Ce n'est pas la peine, c'est tellement rafraîchissant. »« On vous a dérangé pour presque rien, » soupire Victor. Et c'est étourdi de Jeanne Penning de prononcer « Nous venions à peine de rentrer. » C'est malin. Du coup, Maria lui lança un petit coup d'œil comme elle sait les lancer. Parbleu, le magasin où ils étaient 3 à jouer au bridge autour d'une caisse, tandis que le nègre ronflait dans le bureau. Jeff a marché, mais trop tard, sur le pied de sa femme. Maria tend le parapluie. « J'oubliais que vous sortez le soir. » Il s'en est fallu d'un rien. Ils étaient là, tous les 4, apaisés, la tête vide comme un lendemain d'orgie. Si Jeanne Penning... « Bonsoir et meilleure santé. »« Bonsoir. » Les 2 hommes n'osent pas se serrer la main. À peine dehors, Jeff murmure « Tu ne pouvais pas te taire. » Maria, elle, dit simplement «
Viens te coucher. Monsieur, je serai absent du bureau 2 jours encore, et je vous prie, pendant ce temps, de prendre des dispositions pour expédier les affaires courantes, ainsi que... Tu ne vas pas demander de ses nouvelles? Demande Jeanne à son mari. J'y suis allé. On m'a fait répondre par le boy qu'il n'allait pas plus mal. Et le 4e jour, Van Overbeek revint du bureau, un peu raide, le bras en écharpe, les yeux cernés. Jeff attendait, hésitant, quand il reçut un froid. « Bonjour, monsieur Penning. Veuillez s'il vous plaît me remettre les dossiers en cours. » Et... ce fut tout. Calme, digne. De temps en temps, il se levait et enfonçait la tête dans un placard personnel dont il avait la clé. Après, une légère odeur de genièvre flottait dans la pièce. Il recommençait 10 fois, 15 fois par jour. Et le soir, quand il se dirigeait vers son bungalow, il était encore plus raide que le matin. « Bonsoir, monsieur Penning. »« Bonsoir, monsieur l'administrateur. » Cela dura encore 2 ans. Les Penning, les premiers, partirent en congé, furent nommés ailleurs. Et c'est ainsi qu'ils se perdirent enfin de vue. Mais Van Overbeek, le soir, marchait toujours aussi sec, et de plus en plus il parlait tout seul. Il lui arrivait même de prendre un poteau pour un nègre et de l'engueuler.